Alors, de nouveau, bienvenue dans cette deuxième journée du colloque sur les histoires de vie dans un monde en transformation. J'ai le plaisir de vous informer qu'en date de ce matin, il y avait 227 personnes qui étaient inscrites à notre colloque. Il me fait grand plaisir d'accueillir nos 4 panélistes que je vais vous présenter. Et je dis tout de suite que ce panel sera quelque peu bilingue parce que David Paré, qui comprend le français, est plus à l'aise de s'exprimer en anglais. Donc, il fera sa présentation en anglais, mais sa présentation sera accompagnée de diapos en français. Donc, tout le monde y trouve son compte. Alors, le titre du panel de ce matin, c'est spécificité et transversalité des approches biographiques et narratives, enjeux disciplinaires, universitaires et sociopolitiques. Et pour élaborer sur cette thématique, je vous présente nos panélistes. D'abord, Madame Aneta Slovic, qui est maître de conférence à la Faculté des sciences de l'éducation à l'Université de Basse-Silésie en Pologne. Elle a organisé un colloque international sur l'héritage de Thomas et Znamiecki, les fondateurs de l'école de Chicago, pour souligner les 100 ans de l'apparition du paysan polonais en Europe et en Amérique. Et ça s'est déroulé en 2018. Et Madame Slovic a publié très récemment, entre autres, Trajet de formation et approche biographique, perspectives françaises et polonaises, avec Madame Zerniewska. Avec Hervé Breton et Gaston Pinault, elle a coordonné la publication de 3 ouvrages parus à la suite du colloque de Wrocław en 2018. Les 3 titres sont « Histoire de vie et recherche biographique, perspectives socio-historiques »,« Les voies du récit, pratiques biographiques en formation, intervention et recherche » et approche autobiographique et nouvelles épreuves de transition, construire du sens avec les parcours de vie. Voilà, Madame Slovic, bienvenue. S'il vous plaît, Madame, fermez votre caméra. Fermez ma caméra? Non, pas vous, Aneta. Non, il y a quelqu'un. Madame Bergeron, voilà. Vincent Legault-Lejac. Professeur émérite à l'Université Paris Diderot, Vincent est président du Réseau international de sociologie clinique. Il est docteur honoris causa des universités de Mons en Belgique et de Rosario en Argentine. Il est auteur d'une 15aine d'ouvrages, dont La névrose de classe, qui est peut-être le plus connu et pourtant son premier ouvrage, L'histoire en héritage, un autre ouvrage, et entre autres, Les sources de la honte. Hervé Breton. Hervé est maître de conférences en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université de Tours et membre de l'équipe de recherche Éducation, éthique, santé. Ses travaux de recherche interrogent et examinent les effets du récit sur les processus de formation de soi et de formalisation des savoirs expérientiels. Il a été président de l'Association internationale des histoires de vie en formation, qu'on appelle ASIVIF, et il a récemment coordonné avec Aneta Slovic et Gaston Pinault un ouvrage dans la collection Histoire de vie et formation chez l'Harmattan intitulé Histoire de vie et recherche biographique, perspectives socio-historiques. Et enfin, David Paré. David est thérapeute narratif et directeur du Glebe Institute à Ottawa, Canada. Et le Glebe Institute est un centre pour une pratique constructive et collaborative. David a été professeur en psychologie du counseling à l'Université d'Ottawa
Et il a beaucoup écrit et fait beaucoup de présentations internationales sur la question des thérapies narratives. Il offre aussi de l'accompagnement et de la formation sur cette question. Il est auteur d'un certain nombre d'ouvrages et co-éditeur ou coordonnateur. Je vous les nomme en anglais. The Practice of Collaborative Counseling and Psychotherapy, Collaborative Practice in Psychology and Therapy, Furthering Talk, Advances in the Discursive Therapies et Social Justice and Counseling, tout récemment en 2018. Alors, messieurs, madame, merci beaucoup de vous joindre à nous pour débattre de notre panel de ce matin. Et donc, nous avons convenu l'ordre de présentation pour refléter un tant soit peu, je dirais, le dépliage, le déploiement, le développement des approches que vous allez présenter et qui couvrent tout le 20e siècle. Et on peut voir que Aneta, qui va nous parler des suites du travail de Thomas Znaniecki à Chicago, pour ce qui est de la Pologne, eh bien, ça commence au début du 20e siècle, alors que les approches subséquentes se développent plus tardivement dans les années 70 et 80, je crois, jusqu'à la thérapie narrative qui est, elle, développée encore un peu plus tard, vers les années 90. Alors, donc, dans un premier tour de table, chaque panéliste va présenter son point, son approche durant 15 minutes et nous aurons le temps de faire un deuxième tour de table pour réagir, approfondir, etc. Donc, Aneta, je vous donne la parole et vous allez nous présenter, je crois bien, les pratiques polonaises d'histoire de vie. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Donc voilà, merci beaucoup pour l'invitation à Daniel et encore mes félicitations pour l'organisation de ce beau colloque. C'est très dommage qu'on peut se voir en face, mais déjà, je suis très ravie que je puisse participer à ce beau colloque. Daniel a bien dit que ce sera un panel bilingue parce que moi, j'ai appris mon français quand j'étais adolescente, donc je maîtrise, je ne sais pas, peut-être l'anglais beaucoup mieux que le français, mais quand même, je vais essayer de parler en français. Donc, merci. Oui, c'est un grand effort toujours. Donc, je passe à ma présentation, ce soit orale. Donc, pour faire la référence et pour bien présenter des pratiques autobiographiques, et des recherches biographiques en Pologne, il faut bien se concentrer sur un contexte sociopolitique et surtout la situation politique en Europe centrale et de l'Est déjà au 19e siècle et puis au 20e siècle. Donc, je veux commencer en faisant de lien avec l'histoire de cette partie d'Europe et bien faisant de lien aussi avec un travail de Thomas Znaniecki, les paysans polonais en Europe et en Amérique. Donc, c'est ce qui se passe au 19e siècle en Pologne. La Pologne n'existait pas sur la carte géographique pendant 123 ans, jusqu'à 1918. Après, la Pologne a reçu l'indépendance pour 20 ans, jusqu'à 1939. Et nous commençons la Deuxième Guerre mondiale à partir du 1er septembre. La partie de l'Ouest était prise par l'Allemagne et par les nazis, et la partie de l'Est de la Pologne était prise par les Russes. C'est ce qui s'est passé au
début du XXe siècle et à la fin du XIXe siècle. Donc, on a une grande vague d'immigration de la Pologne et de cette partie de l'Europe vers les États-Unis, parce qu'il faut dire que au sud de la Pologne, c'était la partie de la Pologne qui était très pauvre et les gens n'avaient pas de chance de trouver des moyens de vivre et ils ont décidé de partir vers les États-Unis. Bien, dans cette situation, Florian Znaniecki, qui avait des liens avec des États-Unis, parce que c'était quelqu'un qui était conseiller, si je peux dire comme ça, de notre président et de notre gouvernement, mais aussi c'était quelqu'un qui était chercheur, qui surtout était bien raciné et bien concentré pour trouver des solutions pour résoudre des problèmes sociaux. Quand il a vu que les gens tombent aux États-Unis dans la situation fragile, surtout des jeunes femmes, souvent illittéraires, analphabètes, donc il a commencé de trouver, de créer des associations de liens entre les États-Unis et la Pologne, en collaborant avec des personnes qui étaient ouvertes, si je peux dire, de ce côté. Donc, il est allé à Chicago pour voir la situation sur la place qui concerne des immigrés, pas spécifiquement des Polonais, mais c'était aussi quelqu'un qui avait des liens, qui avait de capacité de faire la diagnosis de situation sociale. Donc, quand il a vu que des chercheurs à Chicago, commençant par Clifford Shaw et Henry Mackay, ce sont tout d'abord des praticiens qui sont intéressés par la façon de résoudre des problèmes sociaux, pas uniquement faire des recherches et faire des publications, mais surtout de travailler sur le terrain des recherches, bien être raciné dans la situation sociale, surtout être dans la place où les gens vivent, où les gens allaient vivre cette situation avec eux, être le plus proche possible, si on peut dire, des gens qui survivent, qui essayent de mettre sa vie dans les situations assez fragiles. Donc, quand il a vu que justement des chercheurs, des chercheuses à Chicago travaillent dans la même façon, et il a trouvé de William Thomas, et c'est ce qui était très intéressant, que leur bureau était en face de grandes usines industrielles. Donc, ils ont observé, ils ont été vraiment présents sur la place, par exemple en observant de mouvements syndicaux. Donc, les premières protestes, les premières demandes d'organisation de leur travail, c'est-à-dire des heures de travail, d'organiser d'aide sociale par des propriétaires de ces usines. Et c'est ce qui était très intéressant en regardant le contexte polonais, que c'était des gens qui ont été agriculteurs, des paysans.
Donc, ils ont fait la transformation, surtout travaillant dans des usines, donc à partir du champ, de chambre jusqu'à travailler avec des machines, travailler dans le secteur industriel. Donc, c'était un grand changement au niveau de l'identité, passant vers l'identité des ouvrières à partir d'être vraiment des paysans. Euh, et c'était très intéressant pour Thomas Znanitsky, c'est ce que j'ai déjà dit, d'être de plus proche de gens. Au début du XXe siècle, quand Znanitsky, s'il était possible de voyager entre Varsovie, entre Cracovie et Chicago, a tout de suite vu que il faut organiser l'aide sociale, mais il faut tout d'abord voir vraiment pour aider des gens comme organisation d'aide sociale, il faut surtout voir, mais connaître leur vie personnelle, leur vie individuelle, pour aussi connaître leur subjectivité euh, 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 de cette situation. Donc, Thomas Znaniecki, surtout Znaniecki qui maîtrisait la langue polonaise, a commencé d'aller surtout aux églises et parler et visiter des paroisses pour prendre des documents authentiques comme des documents qui ont présenté des dates, le lieu de naissance et tous les détails des actes de naissance, on dit, et des actes de baptême, de mariage, etc. Mais aussi tous les certificats qui ont été créés par des associations, des documents, des associations souvent catholiques qui ont été qui travaillaient près de paroisses catholiques. C'était le premier but de travailler avec des documents authentiques comme des certificats des actes. Le deuxième mouvement, deuxième démarche, deuxième action est de ramasser des lettres authentiques qui ont été écrites par des gens, par des membres des familles qui ont été déjà habitées en Pologne, qui ont tout simplement resté en Pologne, entre les gens, les membres des familles qui vivaient à Chicago. Donc, au quatrième et cinquième volume de ce grand ouvrage, Le paysan polonais, on peut voir l'organisation et désorganisation des communautés, d'organisation organisation et désorganisation des communautés des migrants. C'est ce qui était très intéressant, qu'on peut lire vraiment les lettres qui ont été écrites par des gens, souvent dans la façon très simple, c'est ce qui n'est pas, c'est ce qui est compréhensible, mais aussi écrit par quelqu'un qui était littéraire, aussi par des assistants sociaux, non, des avocats et de toutes les personnes qui ont été engagées pour aider aux gens dans cette situation fragile. Donc, il faut bien dire que le troisième point, la troisième démarche qui était proposée par Thomas et par Florian, était d'essayer
d'inviter des gens d'écrire leur passage de vie, leurs histoires de vie, leurs récits de vie. C'était au début très difficile parce que la population des immigrants était plutôt illittéraire, mais il y avait des gens, comme par exemple Wladek Wisniewski, qui étaient intéressés justement de travailler avec De Florian et Thomas, d'écrire son passage de vie. C'est ce qui est intéressant que Vladek était payé par Znanitsky au début, je crois 2 dollars par la page, mais en commençant son travail, parce qu'il a dit, moi je suis payé, il faut que je fasse mon travail le plus mieux, le plus dans la façon compréhensive, mais aussi le plus détaillé. Donc, il s'est mis au travail, il a traité il a traité son écriture de son passage de vie comme pas l'obligation ou même le moyen, les moyens c'est pas ça, c'est ce que je voulais dire. Il a écrit sa vie en étant vraiment engagé, mais aussi pas voir le but financier. Il a dit, c'est mon travail, je fais le maximum pour partager ma vie. Il a dit aussi que c'était pour la première fois que quelqu'un voulait écouter c'est ce qu'il a vécu et c'est ce qu'il a vécu surtout aussi en Pologne et aux États-Unis. Władek était, si moi je lis en polonais son histoire de vie, quelqu'un qui était pas quelqu'un qui était je n'ai pas envie de dire représentateur mais, de paysans polonais, mais c'était quelqu'un qui était neuvième dans sa famille, quelqu'un qui était toujours traité par des gens et par des membres de sa famille, surtout quand un enfant pas vraiment doué. euh, il commençait souvent quelques travaux et après il a été viré parce qu'il n'était pas capable de gérer sa poste, ses postes. Donc il a, à la fin de cette période plein d'échecs, il a dit je pars aux États-Unis. C'est ce qui était très surpris par, les membres de famille. Donc voilà. Est-ce que vous aviez terminé? Oui, je peux continuer, mais je peux arrêter aussi. Donc, OK, merci, parce que ça fait déjà 15 minutes et peut-être on pourrait reprendre un deuxième tour de table pour parler des questions plus actuelles dans la pratique de vos approches respectives. Donc, merci Anita. Nous allons passer à Vincent. Maintenant, Vincent de Beaulejac, à vous la parole. Merci Daniel, merci pour cette belle occasion de se retrouver après toutes ces années où on a travaillé avec toi et puis avec d'autres qui sont ici, comme Jacques Réaume, Lucie Mercier, Diane Laroche et bien d'autres, et tous les gens de Montréal. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas pu se toucher, se voir, que c'est quand même mieux que rien de pouvoir comme ça communiquer. Puis merci particulièrement à toi de nous donner l'occasion de reparler de cette approche biographique, de ces enjeux. Donc, je vais parler de ces enjeux, comme tu nous l'as proposé, hein, des enjeux disciplinaires, universitaires et sociopolitiques. Et puis, je vais présenter un peu l'histoire de la démarche roman familial et trajectoire sociale qui sera suivie par un symposium avec Diane Laroche, Jacques Réaume, Lucie Mercier, tous les gens de Montréal qui travaillent dans le groupe de recherche et de formation que j'anime avec Diane depuis longtemps sur la démarche roman familial et trajectoire sociale. Donc, c'est une belle chance de pouvoir parler de
de ça et des enjeux entre nous aussi, hein, des enjeux disciplinaires, parce que Daniel s'en souvient, Jacques Réaume aussi, la bataille a été rude au départ pour défendre l'approche biographique dans les années 70-80, aussi bien au niveau épistémologique, théorique, au niveau de la pratique. Alors, au niveau des disciplines, c'est très intéressant de voir qu'elle était très acceptée dans le champ de l'anthropologie. On se souvient tous du magnifique travail d'Oscar Lewis sur les enfants des Sanchez, peut-être moins connu, mais qui est vraiment un livre très, très intéressant de Selim Abou, hein, sur le Liban déraciné. Selim Abou a été pendant longtemps recteur de l'université de Saint-Joseph à Beyrouth, et c'est lui qui s'occupait des Guaranis à Buenos Aires. Et en Argentine, il y avait une forte immigration libanaise. Et les Guaranis, c'est ceux qu'on voit dans le film Mission, le célèbre film Mission. Et il a fait un livre à partir d'histoires de vie de Libanais qui avaient immigré à Buenos Aires. Et j'en profite pour lui rendre hommage parce que c'est vraiment un homme remarquable. Donc, en anthropologie, c'était bien accepté. Dans les sciences de l'éducation, bon, vous avez Gaston Pinault est là, et dans les sciences de l'éducation, l'approche bibliographique s'est beaucoup développée, et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure avec Hervé Breton. Elle était même valorisée comme étant en elle-même formatrice, et le colloque de Tours de 1986 organisé par Gaston Pinault et Guy Jobert a été un lieu où l'ensemble de ceux qui travaillaient sur cette dimension se sont réunis à Tours, et je rends hommage à Gaston parce que c'était un beau moment aussi. Dans le champ de la psychologie, on y reviendra sans doute avec David Parr, mais en fait, elle a toujours été naturalisée, si j'ose dire, hein, et d'une certaine façon, raconter sa vie en psychothérapie, c'est une évidence en psychothérapie, et encore plus d'une certaine façon en psychanalyse. On n'en parle pas suffisamment, je trouve, hein, que le travail, l'histoire de vie, c'est quand même au cœur de la cure psychanalytique. Et Michel Legrand l'a beaucoup valorisé aussi à partir des années 90 en Belgique et à l'université de Louvain-la-Neuve, où il a fait les premières consultations, hein, à l'université à partir de la méthode des biographiques. Et il a fait un très beau livre sur cette question-là. Alors nous, Daniel et moi, on était plus confrontés à la bataille en sociologie. Alors, je vais parler de la France, mais il y a des proximités, hein, sur ces batailles-là entre la France et le Québec. Et dans les années 70-80, la bataille faisait rage entre deux figures, je le résume à deux figures. D'un côté, Daniel Berthaud, hein, qui en 1980 fait un article qui va rester une référence, l'approche biographique, deux points, sa validité méthodologique et ses potentialités. Je peux vous dire qu'il était très isolé dans le champ de la sociologie, hein, pour défendre cette approche-là, parce qu'il y avait la figure tutélaire de Bourdieu, hein, qui en 86 écrit ce fameux article « L'illusion biographique », où en particulier, il critique l'idée que le fait de raconter son histoire de vie pourrait avoir du sens. Hein, pourquoi la vie aurait-elle du sens et pourquoi raconter son histoire de vie permettrait de saisir le sens de cette histoire. Critique d'ailleurs qui n'est pas infondée du tout, mais qui, quelque part, jouait comme un interdit, hein, d'aller du côté du vécu, d'aller du côté de la subjectivité, d'aller du côté du parler de soi, hein, comme si le parler de soi était un outil sociologique qui permettait de comprendre la société. D'ailleurs, Bourdieu va varier, hein, dans sa position. On en a longuement parlé quand il est venu au laboratoire de changement social, justement au séminaire que j'organisais sur histoire de vie et choix théoriques, pour essayer de réhabiliter le lien qui pouvait exister entre l'histoire de vie, l'histoire personnelle, sociale et familiale aussi, et puis sa façon d'être chercheur, ses choix d'objets, ses choix disciplinaires, etc. Et donc, on était accusé de psychologisme, d'empirisme, et c'était l'époque aussi de la domination du structuralisme. Et
de la sociologie de la reproduction qui s'intéressait essentiellement au poids des déterminants sociaux sur les histoires individuelles. Les enjeux universitaires, du coup, étaient forts aussi. Il fallait choisir son camp. Soit on était sociologue, soit on était psychologue, et il fallait affirmer une identité disciplinaire pour pouvoir faire carrière. Et il ne fallait pas mélanger la théorie qui était académique et à l'université et la pratique qui étaient les professionnels. Et donc, il fallait bien distinguer ce qui était le registre de la recherche, l'abstraction théorique, et ce qui était du registre professionnel, du terrain et de la pratique et de la transformation concrète, etc. Jacques Réau m'a fait un bel article, d'ailleurs, sur la distinction entre les savoirs savants, les savoirs professionnels et les savoirs existentiels. Et ces enjeux-là, ils ne s'étaient pas clarifiés comme aujourd'hui, mais surtout, ils étaient dissociés. Et nous, je pense que ça a été dit déjà, c'est que ce souhait de Thomas Esnaniecki aussi, d'articuler entre la compréhension, l'analyse, la recherche et l'action, une volonté de changement et d'accompagnement. Donc, et puis il y avait le rejet aussi, il y a toujours d'ailleurs, des orientations hybrides à l'université, c'est-à-dire la psychologie sociale, la psychosociologie, l'ethnopsychiatrie, etc., ont été et sont toujours mal vues parce qu'elles sont hybrides. Alors, heureusement qu'il y a les sciences de l'éducation comme refuge, en fait, d'un certain nombre de gens qui sont, justement, parce que les sciences de l'éducation ont cette formidable chance d'être multidimensionnelles, multiréférentielles, et elles accueillent des gens qui sont rejetés, qui n'ont pas l'identité pure des disciplines, des grandes disciplines, qui se reconnaissent par le fait qu'elle s'impose comme une science alors que les autres ne seraient pas vraiment des sciences. Et donc, on a été confronté aussi à une conception objectivante de la science, qui disait la science est du côté des paradigmes des sciences dures, de la démarche expérimentale, et que la démarche compréhensive, ou ce qui réintroduisait la question de la subjectivité, était vraiment mal vue et sont toujours mal vues. L'objectivité, c'est de neutraliser la subjectivité. Et on voit bien le problème que ça pose à tous ceux qui défendent l'approche biographique, c'est justement de réintroduire la subjectivité comme un élément tout à fait essentiel pour comprendre le rapport au monde et pour comprendre la façon dont l'individu est le produit d'une histoire, mais qu'il contribue à produire aussi. L'individu est le produit de la société, mais aussi il contribue à produire la société, et pas seulement avec ce qu'il fait, mais aussi avec ce qu'il pense, avec ses représentations, ses désirs, ses émotions, ses sentiments, tout ce qui fait la partie humaine, c'est-à-dire dans sa sensibilité, dans ses émotions, dans ses sentiments. Et j'en viens aux enjeux politiques, parce qu'on était à l'époque, il y avait une grande influence du marxisme, du structuralisme. Bourdieu disait la sociologie, c'est un sport de combat. Il y avait, et c'était dénoncer tous les processus de domination, et en particulier l'idée que le changement ne pouvait être que révolutionnaire, et donc très inspiré par la lutte des classes en particulier. Et là, on voyait émerger à partir de 68, mais bien avant, enfin on peut discuter des dates, des ruptures autour en particulier de la question de l'individualisme, et les sociologues commencent à s'intéresser à l'individu, par exemple, ce qui est nouveau. Et puis, on voit qu'en même temps, par exemple, Richard Sennett dit, avec le développement de l'individualisme, le moi de chaque individu est devenu son principal fardeau. Et ça, c'est qu'un sociologue dit ça est vachement intéressant parce que du coup, si le moi de chaque individu est devenu son principal fardeau, qu'on commence à s'intéresser comment chaque individu fait avec ce fardeau-là, devient légitime. Et donc, d'une certaine façon, l'approche biographique de parler de soi, etc., n'est plus considérée comme quelque chose d'impossible du côté de la sociologie, mais commence à poser des questions et on va voir émerger des questions sur la sociologie du sujet, sur les processus de subjectivation, sur s'intéresser au fait que, et de ne pas renvoyer les problèmes, par exemple, les difficultés, les conflits que vivent les gens aux psychologues. Je pense à la fatigue d'être soi de Ehrenberg, par exemple, qui montre que la dépression, c'est un phénomène social.
Ce n'est pas seulement un phénomène psychologique et psychopathologique. Hein. Et donc, si c'est un phénomène social, la dépression, on ne peut pas la renvoyer uniquement à la psychothérapie et au psychologue. De la même façon, moi j'écris à ce moment-là la lutte des places, c'est-à-dire pour montrer que la lutte des places se substitue à la lutte des classes et que chaque individu est renvoyé à lui-même pour mener cette lutte des places, hein, et pour essayer de réussir sa vie, on dit, et aujourd'hui avec Macron en France, on dit devenir un premier de cordée, hein, c'est-à-dire que la mobilité sociale des individus devient possible et ne dépend pas uniquement de l'héritage hérité, de l'histoire héritée, mais dépend aussi des capacités de l'individu à s'investir comme un sujet social. Alors, moi, la démarche roman familial et trajectoire sociale, elle s'est développée dans ce contexte-là. Hein, c'est-à-dire qu'au début, moi, je bricole avec quelques amis. Je fais un séminaire, par exemple, en 1975 sur contradiction sociale et contradiction existentielle. L'idée, évidemment, est d'articuler ce qu'il en est de l'approche de Bourdieu, des sociologues, c'est-à-dire comment l'individu est le produit d'une histoire et donc confronté à des déterminations, et en particulier ce que Bourdieu appelle l'incorporation des habitus en fonction de sa place sociale, son identité héritée. Et en même temps, je suis influencé par la psychanalyse, c'est-à-dire de dire, oui, mais là où ça était, je dois advenir, dit Freud, c'est-à-dire ce travail des déterminations qui sont liées à l'histoire familiale et à l'inconscient. Donc, on voit bien là, il y a deux registres épistémologiques assez éloignés l'un de l'autre et que j'arrive ou que j'essaye de réunir aussi grâce à Sartre. Quand Sartre dit l'important n'est pas ce que l'on fait de l'homme, mais ce qu'il fait de ce qu'on a fait de lui. Et donc, Sartre introduit la question du sujet de l'histoire, non plus le sujet de la grande histoire qui va faire la révolution, qui était le prolétariat, mais chacun le sujet de sa petite histoire de vie qui essaye de faire quelque chose de son existence. Et c'est ce croisement-là qui paraît un petit peu, au départ, hétéroclite, mais qui va devenir heuristique, parce que grâce à cette conjonction d'interrogations qui viennent de champs théoriques et épistémologiques différents, on va construire une démarche qui va s'avérer très, très enrichissante et passionnante et qui va nous permettre de faire le lien entre la théorie et la pratique. D'où l'invention de ce qu'on appelle maintenant les groupes d'implication et de recherche, c'est-à-dire un espace dans lequel on va à la fois travailler pour soi, travailler sur son histoire personnelle, familiale, sociale. C'est le registre de l'implication et c'est le registre de l'écoute clinique centrée sur la personne, centrée sur à la fois ses dimensions psychologiques, familiales, sociales et autres, et groupe d'implication et de recherche, c'est-à-dire on est un groupe de praticiens, de chercheurs, de gens qui s'intéressent à ça et qui veulent réfléchir sur les processus qui sont à l'œuvre. Dans la plupart, quand je prends par exemple le champ de la psychanalyse ou la psychothérapie, il y a le lieu où on fait la psychothérapie et le lieu où on réfléchit sur la psychothérapie. Eh bien, les groupes d'implication et de recherche, c'est dans le même espace, on va faire cette double réflexion qui était généralement et toujours d'ailleurs conçue comme devant être séparée, alors que nous, comme praticiens cliniciens, on dit non, il ne faut pas les séparer, au contraire, il faut les relier, parce que en fait, on est un individu pluriel, à la fois, on peut travailler sur soi, mais travailler aussi sur les conditions de production de sa propre existence, etc. Alors, là, on est à la fois proche et différent, par exemple, de ce qui se fait dans les histoires de vie en formation. Proche parce que les démarches ne sont pas si éloignées que ça, en fin de compte, que les supports qu'on utilise les uns et les autres, on voit, ils sont beaucoup rapprochés aussi. On voit aussi qu'ils sont pas si éloignés de ce qui se fait en psychogénéalogie, par exemple. J'ai beaucoup travaillé avec Anne Ancelin Schussenberger sur ces questions-là. Et en même temps, il y a une différence. Et je voudrais conclure là-dessus. La différence, c'est qu'on dans ces espaces-là, où roman familial et trajectoire sociale, on n'est pas là pour raconter sa vie. Ce n'est pas du récit de vie, au sens traditionnel, je dirais, ou simple du terme.
Non, ce n'est pas du récit de vie, c'est un lieu dans lequel on va mettre sa vie au travail. C'est-à-dire, on va travailler avec des supports, par exemple, hein, sur en quoi, sur la généalogie ou la sociogénéalogie, c'est-à-dire de voir hein, les reproductions dans ses choix amoureux, les choix professionnels et les choix idéologiques, comment on a été influencé par l'histoire familiale. Et puis, on va travailler sur sa trajectoire, c'est-à-dire comment dans sa trajectoire, on a été influencé hein, dans ses choix amoureux, professionnels, idéologiques, économiques et autres. Hein. De la même façon, j'ai évoqué ce séminaire Histoire de vie et choix théoriques. Comme chercheur, comment en fait on retrouve hein, ce que Anne Muxel appelait des obsessions durables dans son histoire familiale ou ses engagements politiques ou autres. C'est-à-dire, on va faire des hypothèses sur qu'est-ce qui a été déterminant dans son histoire de vie. Je Alors, vois que Daniel m'invite à conclure, donc je conclue et je te remercie. C'est-à-dire qu'on voit bien là hein, qu'aujourd'hui, il y a des rapprochements entre la clinique narrative, qui est devenue une référence pour nous aussi, avec Michel Legrand, Christophe Niewiadomski, Christine Delory-Montberger. On voit bien que, et je préconise ce que j'appelle une clinique de l'historicité, c'est-à-dire qu'il soit effectivement hein, ce travail que l'individu fait sur lui-même pour comprendre hein, en quoi il est le produit d'une histoire et en quoi il cherche à devenir le sujet de cette histoire. On y reviendra tout à l'heure. merci beaucoup, Vincent. Nous allons passer à Hervé maintenant. Oui, bonjour à toutes et tous. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, c'est bien? Oui. Très bien. Bon, je parle un peu plus fort, alors je devine, à l'échelle infralangagière, je devine qu'il faut que je parle un peu plus fort. Voilà, c'est ça. Donc, merci beaucoup aux organisateurs du colloque. Un grand merci pour être bien accompagné avec les panélistes. Et je suis très heureux également de retrouver les participants que je vois dans la liste et que je serai très heureux de croiser déjà aujourd'hui et j'espère très bientôt. Donc, alors j'ai intitulé ma présentation le paradigme des histoires de vie en formation, de points perspectives socio-historiques et éthiques. Alors, je vais juste structurer en 3 points. Je vais revenir sur la question du paradigme, en fait, parce que ce serait presque la question de savoir à quelles conditions on peut parler de la constitution d'un paradigme ou d'un courant. Et là, je présenterai quelques dates pour insister sur les aspects temporels des histoires de vie et de la narration. Et puis ensuite, je vais insister sur le lien entre histoire de vie et formation. Et puis, j'ouvrirai sur quelques discussions et controverses. Alors, peut-être sur le paradigme, bon, je vais partager mon écran juste pour montrer une petite chronologie, voilà, qui est là. Donc, j'ai sélectionné de manière évidemment simplificatrice quelques dates, mais bon, ça a été dit, j'ai été président de l'Association internationale des histoires de vie en formation, mais après, bien d'autres de différents collègues et professeurs. J'ai fait ma thèse avec Gaston Pinault, que j'en profite pour saluer aujourd'hui. Et simplement pour... alors, j'aime bien l'idée de paradigme parce qu'en fait, on pourrait dire la constitution d'un courant, c'est l'implication de chercheurs à l'échelle individuelle qui travaillent au jour le jour, au quotidien, pour l'écriture et la production d'œuvres, hein, qui peuvent être des articles, des ouvrages. Mais c'est aussi finalement la constitution de réseaux et de collectifs. Et là, on a de l'inter-individuel et il y a quelque chose qui cristallise dans le temps. Et les œuvres se nourrissent réciproquement, en fait, à la fois des travaux individuels et des rencontres.
Et puis, alors ça fait l'avis des chercheurs, il y a l'avis des collectifs de recherche et puis il y a l'avis des œuvres. Et alors, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que les œuvres, elles s'autonomisent de leurs auteurs quand elles sont publiées et puis elles ont leur trajectoire. Et là, j'ai mis l'ouvrage de Gaston Pinault et Marie Michel parce que je pense que l'œuvre a eu une vie qui a parfois dépassé ses auteurs et en tout cas qui a ouvert un champ. Et donc, ensuite, ce que j'ai voulu faire dans la courte chronologie, c'est simplement de montrer la dynamique d'internationalisation graduelle. Alors, d'une part, en montrant effectivement qu'il y a eu un ancrage. Bon, alors là, je fais un petit peu je dirais, non pas de localisme, mais en tout cas, je salue l'université qui m'emploie, l'université de Tours, mais aussi tout le trajet qu'a fait Gaston Pinault à l'université de Tours jusqu'en 2007, et tout ce qui a émergé de Tours dans l'organisation des colloques et la parution. Et puis ensuite, j'en profite pour saluer le travail qui a été fait entre la CIVIF, mais le courant des histoires de vie, et ESREA, European Society Research of Adult Education, puisque c'est en 1993 que Pierre Dominicé organise le premier colloque du réseau biographique de la société européenne qui travaille sur qui est inscrite dans l'éducation des adultes avec les approches biographiques. J'avais indiqué aussi le développement du réseau québécois et puis j'ai indiqué également la création du colloque, du réseau brésilien, biographe, hein, qui a vu le jour en 2008, mais dont le premier CIPA, 2004, à Porto Alegre, le prochain CIPA, le 9e, ayant lieu la semaine prochaine, hein, à Brasilia. Voilà, et puis en profiter pour saluer la création de la collection Histoire de vie et formation par Gaston Pinault chez Harmattan, qui fête ses 25 années aujourd'hui. Donc, c'est quelques dates pour montrer que toute opération de sélection de faits temporels pour caractériser un mouvement est toujours sélectif et subjectif, et que ce que j'ai fait finalement, c'est une narration interprétée de mon point de vue pour décrire l'histoire de vie d'un courant. Alors, peut-être un petit point, je dirais qu'est-ce qui caractérise ou quelle est la singularité du courant des histoires de vie en formation. C'est l'idée, ça a été dit, hein, que la mise en mots, la mise en récit, le passage de l'expérience au langage et la socialisation du récit dans un collectif provoque, produit, génère des effets de formation. En fait. Alors, c'est une idée, je dirais, ça pourrait être une idée théorique, mais je pense que ce à quoi s'est attaché notamment, mais pas seulement, le courant des histoires de vie en formation, c'est d'en faire une pratique située dans le champ du courant de l'éducation et de la formation des adultes. Et je dirais même qu'il a cherché à ce que se structurent des dispositifs qui soient inscrits dans le social dans des institutions, notamment à l'université. Je donnerai 3 exemples. Il y a depuis 4 ans une université d'été des histoires de vie à l'Université catholique de Milan, avec Livia Cadei. Il y a depuis plus de 20 ans une option histoire de vie à Tours qui propose un cursus ou une unité d'enseignement qui mobilise les adultes dans le cadre de dispositifs master sur la pratique narrative et la formation par le récit. Et j'en profite également pour saluer tout le travail qu'a fait Catherine Schmutz je crois que c'est à l'université de Fribourg, dans le cadre du CAS, et qui est repris maintenant par Michel Aladev-Jones.
Donc, il y a dans les travaux autour des histoires de vie l'idée, à la fois théorique et expérientielle, en fait, qu'un travail de formation s'opère par les récits. Alors, j'insiste même sur le côté expérientiel parce que finalement, développer une pratique de la narration dans le champ de l'éducation et de la formation, ça a toujours été une préoccupation du courant des histoires de vie. Et ça suppose des luttes avec l'institution, puisque une formation par les récits, c'est une formation qui a comme contenu principal l'expérience vécue et qui suppose, pour qu'elle puisse s'opérer, qu'il y ait un cadre, un contrat, des dispositifs qui organisent différents temps qui vont de l'évocation de l'expérience, l'écriture, l'expression, la socialisation dans des collectifs, jusqu'à la thématisation. Donc, il y a un dispositif qui est organisé autour d'une pratique. Et avant d'arriver à mon dernier point, si je témoigne de ce que j'ai vécu au cours de ces dispositifs, je pense si je devais témoigner des effets formatifs en fait de ces pratiques, on pourrait dire à Tours, ces pratiques sont mobilisées pour former les professionnels de la formation ou de l'accompagnement afin qu'ils disposent de repères pour savoir comment s'y prendre pour accueillir l'expérience, comment s'y prendre pour la solliciter selon un cadre qui est formalisé, qui est avec des contrats qui sont établis. Bref, il y a un enjeu éthique en fait à construire des dispositifs qui organisent et qui structurent des repères pour mobiliser l'expérience, notamment quand elle s'intéresse aux dimensions qui sont hors du champ professionnel. Éthique, qui est une dimension éthique qui est d'autant plus importante que dans beaucoup de professions maintenant, on a beaucoup retenu la notion d'illusion biographique, mais la notion d'injonction biographique est aussi présente, c'est-à-dire l'idée que dans beaucoup de métiers, en fait, on sollicite l'expérience et parfois le récit de vie sans s'être interrogé en fait de ce que ça implique en termes de conséquences et d'effets pour les personnes qui acceptent ou qui sont parfois contraintes de devoir parler d'elles-mêmes. Alors, le dernier point, les 3 points de controverse, rapidement. J'imagine qu'il me reste combien ? 3-4 minutes, ça va ? Oui, voilà. Oui, tout à fait. Les 3 points, je dirais, en fait, il y a toute une discussion autour de l'agentivité, en fait. Parce que parler des effets du récit en termes de formation, ça interroge, on pourrait dire, l'agentivité. Et c'est vrai que c'est un champ de discussion avec la sociologie, on pourrait dire, puisque c'est la question des déterminants ou des déterminants sociaux et de la puissance ou de la capacité des récits à s'émanciper des diverses formes de détermination qui peuvent venir du milieu familial, du milieu social, du milieu culturel. Donc, c'est un champ tout à fait intéressant. Et c'est vrai que on voit bien dans la pratique des récits que, on pourrait dire, la socialisation dans le collectif et des expériences permet de réfléchir ou d'identifier, on pourrait dire, j'aime bien la phrase de Gaston Pinault, il n'y a pas plus universel que la singularité des récits, c'est-à-dire de s'apercevoir que finalement, on est tous pris dans des formes de contraintes et de détermination. Le deuxième point, je pense, de controverse, j'aurais presque tendance à dire, et ça a été formulé par Vincent, je pense, c'est la question de la théorie du sujet et des théories de l'inconscient qui vont avec. Alors, mais je pense qu'on pourrait dire qu'il y a différentes théories de l'inconscient, parce qu'on pourrait envisager la théorie de l'inconscient psychanalytique, mais j'aime bien, ayant travaillé avec Vermeersch et ensuite en phénoméno, j'aime bien la théorie de l'inconscient phénoménologique,
qui en fait pense le passage de l'expérience au langage ou l'empêchement du passage de l'expérience au langage, non pas nécessairement comme barré par le refoulement, mais parfois simplement empêché de passer simplement par inaperçu, par le fait qu'on n'a pas pris le temps d'y prendre attention. Et j'aime beaucoup cette idée que les sessions Histoire de vie ouvrent un espace pour se rendre attentif à ce qu'on a vécu et trouver le temps de rendre dissible l'expérience. Il y a la question de la temporalité pour que l'expérience devienne dissible. Et le troisième point, c'est un point de controverse entre formation et recherche, je pense, qui est très souvent fort dans la CIVIF, c'est est-ce qu'on privilégie dans la pratique, on n'est pas obligé de statuer de manière définitive entre l'un et l'autre, mais il me semble qu'il y a affirmé une éthique qui est que pour faire de la recherche, via la narration, l'histoire de vie, il est considéré qu'avoir vécu soi-même, en fait, l'épreuve narrative, non seulement garantit une forme d'éthique, mais en plus peut-être même une forme de pertinence dans les formes d'engagement, dans les pratiques de recherche qui mobilisent le récit. Voilà. Ce sont ces points-là que j'ai pensé utile d'apporter. Hervé, un gros merci. Tu n'as même pas utilisé ta dernière minute. Bon, alors on y reviendra, sans doute. Merci Hervé. Alors maintenant, je donne la parole à David Paré, qui va intervenir en anglais avec en appui les diapos en français. Merci Daniel pour votre aide et aussi pour l'invitation. Et bonjour à tout le monde. Je suis content d'assister aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, mon nom est francophone, mais c'est un grand défi pour moi présenter en français. Et actuellement, je comprends moins que je peux exprimer, mais aussi quand j'exprime, ce n'est pas très facile pour moi. Je vais mélanger un peu de français. Ça va refléter la réalité canadienne. Oui, c'est ça. Et je vais raconter mon histoire avec beaucoup des images, avec une traduction par mon collègue André Grégoire. Merci bien, André. OK. Je vais parler aujourd'hui d'une approche clinique. Le nom est la thérapie narrative. Et ça vient d'une tradition of family therapy. So this comes from a tradition of family therapy. And the founders of narrative therapy are Michael White, who is a social worker from Australia, and David Epstein, an anthropologist originally from Canada who lives in New Zealand. Et je veux dire, parce que c'est important, que le mot narrative est associé avec beaucoup des approches cliniques, comme Vincent a dit. Et c'est important à dire qu'aujourd'hui, je vais parler seulement de l'approche narrative de Epstein et White. Et c'est une approche très populaire maintenant dans tout le monde. Next slide. How about this? No? Oh. Je vais changer OK, comme ça. Des influences. Il y a beaucoup des influences et beaucoup des champs qui sont associés avec la thérapie narrative. Et il y a ici sont quelques penseurs. And I'd like to today to focus on the person who is the most influential on the development of narrative therapy, and that is the social critic and philosopher Michel Foucault.
it's ironic, I think, because Michel Foucault was suspicious in some ways of psychotherapy, but White and Epstein found some very creative ways, I think, to work with Foucault's ideas and to apply them in a way that I think Foucault would be quite happy about. It's a very revolutionary approach to psychotherapy, and it turns the table on conventional approaches to psychotherapy in many ways. So I would like to, je vais discuter le pouvoir pour 1 minute parce que c'est central. Where am I? Sorry. For Michel Foucault, of course, power is central, and it is central to the analysis of narrative therapy. Michael White was captured by Foucault's description of what he called the emergence of modern power. And an illustration of modern power is in contrast to more traditional power, where the monarch or king or queen kept the citizens under control by showing their power, by riding into villages with their armies. Modern power is a change whereby people come to police themselves, to scrutinize themselves, to be under their own surveillance, and to always hold themselves up to normative standards. Some of you may be familiar with this. Michel Foucault borrowed an example from Jeremy Bentham, the design for a prison. Et c'est comme la forme d'une beignet. And in the center, au centre du beignet, are the guards. This is the guard tower. And around the outside of this donut are all of the cells where the prisoners live. And the guards can see everyone in every cell at all times, but the prisoners cannot see the guards because the guards are behind a screen. For Foucault, this was a metaphor for modern life. We are always under a normative gaze, and we are always judging ourselves against normative standards. And here is an example. It's interesting, in English we call this curve the bell curve, yes, but we also call it the normal curve. I don't know if it's the same in French. Oui. I think that's very important. It resonates with Foucault's language. We are never good enough unless we meet the spécification des standards arbitraires. So, as you know, Michel Foucault talked a lot about dominant institutions in society which generate these standards and enforce them. And he said that knowledge, especially expert knowledge, savoir, is the primary instrument of social control. And in that process, local knowledges are pushed to the margins, or they are overlooked, or they are disregarded. And it's very important to mention that among these institutions or disciplines are la psychiatrie, la médecine, et psychologie. It's important to remember that, and that is part of the critique, and part of Michel Foucault's suspicion of these disciplines. Some writers draw connections between the practices of colonization and what are sometimes called the psi disciplines, or les disciplines si, peut-être la traduction.
The connection is that local knowledge is being replaced by expert knowledge that comes from elsewhere. So the result of this is that we always judge ourselves according to dominant standards of so-called normality, and we find ourselves lacking. This is one of my favorite quotes from the writer Salman Rushdie. Chaque histoire est une forme de censure. In saying this, I think that Rushdie is making the point that any dominant story covers up or marginalizes or erases other stories, other points of view, other identities. And identity is very, very central to narrative therapy. So in this process of marginalization, whose stories are being left out? An important question. And as I said, Foucault was suspicious of the psi disciplines for the way that they participate in this process. They are very normative. People are personality types, and people are categorized according to pathology. So the practice of pathologiser, ça c'est une pratique problématique for narrative therapy, because the person is defined by the problem. And you can see it in the language that we use. It is embedded in our language to identify a person as a problem. So I'd like to talk about now where does narrative therapy come in? Michael White and David Epstein developed a practice that draws on these ideas to come up with an alternative. And a central idea is the person, and well, in English, sorry. The person is not the problem. The problem is the problem. When I first heard this, I almost fell off my chair. It seems very simple, but I think it is very profound. So in a narrative therapy framework, identity c'est très fluide. Il y a beaucoup des histoires, pas seulement une histoire. C'est très interprétatif et contextuel. Ça, c'est très différent des traditions conventionnelles. So in a narrative approach, there is an emphasis on personal agency. People have storying rights. Instead of categorizing them, it is our job to support them in telling their stories. So a central practice of narrative therapy is to externalize the problem. It's a practice, ça c'est une pratique linguistique. On sépare la personne et le problème. Here are some questions that would be examples. When did the worry enter your life? What effect has alcohol had on you? When did you manage to stand up to fear? Notice that the person and the problem are separate. In the traditional approach, the person is the problem. So that's a difference. Here, ça c'est un peu compliqué, mais ça c'est le passage de le temps, gauche à droite, et des événements ici sont des événements qui représentent des problèmes. Seulement les événements qui représentent le problème. This is a problem saturé, une histoire saturée de problèmes. Ça, c'est comme une approche traditionnelle. Mais en
thérapie narrative, on s'intéresse avec les exceptions. Il y a toujours des brèches. D'accord? Toujours. Et puis, we identify des autres événements qui ne sont pas partie de histoire problématique. Et on peut développer une histoire avec des autres événements, des autres interprétations. Et ça, c'est, in English, it is called reauthoring, or restorying. And curiosity is central to the process. The questions are used to help people bridge from what they know, what is possible, to from connu et familier to possible à connaître. And I have one quick story, and then I'm finished. It's an example of this. So, a couple almost never leave the house. The woman has experienced a lot of trauma. Michael White meets with them many times. One day, they come in and say they just mention they were at a cafe and they were talking. And he right away said, "Stop, arrête, you were at a cafe." And he began to ask many, many questions about this. And you can see some of the questions here. Comment saviez-vous que vous étiez prête à faire ce pas-là? Comment vous êtes-vous préparé? Qu'est-ce qui a rendu ce pas-là suffisamment important pour que vous le posiez, etc. Des questions, these are questions which are developing an alternative story. And that is the process of what is called reauthoring. And I think that's the end. Can I just check? Yeah, I think that's the end. So that is, I wanted to give you just un goût of the practice itself of narrative therapy. So thank you very much. Merci beaucoup, David. Écoutez, il nous reste 10 minutes pour la session. Je vous propose peut-être de refaire un tout petit tour de table, donc 2 minutes par personne, parce que j'ai bien vu et nous avons entendu que vous avez parlé des sources de votre approche, vous avez parlé des contextes politiques, sociaux qui ont permis la montée, le développement de votre approche. Vous avez parlé des paradigmes, vous avez parlé des théories, la question de production de sens. Je vous propose un dernier tour de table très, très rapide sur l'actualité de vos pratiques, l'actualité de vos approches. Qu'en est-il? Est-ce que, avec les approches que vous nous avez présentées, on peut comprendre les transformations actuelles du monde contemporain et y a-t-il un bénéfice à utiliser votre approche pour comprendre ce monde en transformation et éventuellement intervenir sur ce monde? Alors, si vous voulez, on va reprendre, mais je suis très consciente qu'en 2 minutes, c'est très rapide. Donc, seulement quelques flashs. Anita. Bonjour encore fois, merci beaucoup. Pour finir, qu'est-ce que l'actualité, surtout en Pologne, parce qu'on est vraiment dans le passage transitionnel, si je peux dire, c'est la place de la Pologne. Donc, on est toujours confronté avec l'immigration. Donc, au XXe siècle, quand on était occupé par l'Union soviétique, il y avait toujours l'immigration. Et maintenant qu'on est en Europe, à partir de 2004, c'est à nouveau
l'immigration vers l'Ouest, surtout dans l'Europe de l'Ouest, pour trouver la vie, pour commencer la vie vraiment au début. Donc l'approche biographique, fondée par Thomas Znanitsky, est toujours présente en commençant par le sujet de l'immigration, en commençant par des gens qui sont dans la situation transitionnelle. Et on a la guerre à l'Ukraine, on dit comme ça, l'Ukrainien, oui. Donc maintenant, en Europe, en Pologne, en Slovaquie, en Tchéquie, nous observons, nous accueillons beaucoup de gens des Ukrainiens qui viennent trouver l'asile ici. Donc, l'approche biographique est toujours présente. Moi, je suis conseillère de praticiens. Donc, c'est grâce justement à cette approche narrative, ça nous permet d'être avec des gens. C'est toujours présent au XXe siècle. Voilà. Merci, Anita. Vincent? J'aurais envie de vous raconter beaucoup de choses. Je vais juste vous raconter un chantier. 2 minutes, Vincent. 2 minutes. En 2 minutes. Il y a 3 ans, il y a des familles, des mères de djihadistes qui sont partis en Syrie, en Irak, dont certains avaient commis des attentats à Paris et à Bruxelles, qui sont venus me voir pour faire un groupe d'implication sur la honte et la culpabilité qu'elles éprouvaient face à ce désastre et cette dévastation chaotique et destructrice du choix d'un enfant. On a fait avec elle et Isabelle Seret à Bruxelles un groupe face à la honte avec ses mères. Et à la fin de ce groupe, c'était au moment des attentats de Bruxelles, elles ont proposé à des associations de victimes des attentats de les accepter aux manifestations que ces associations avaient organisées après les attentats. Je peux vous dire que c'était de leur part drôlement courageux et culotté de leur demander ça. Et les associations, les gens intelligents dans les associations de victimes, pour aller vite, ont compris combien c'était important après tout ce qui s'était passé. Et elles ont fait une banderole comme ça qui s'appelait « Retissons du lien ». Et à partir de là, avec Isabelle, on anime depuis 3 ans un groupe dans lequel il y a des familles de djihadistes dont la plupart des enfants sont soit morts en Syrie, en Irak, soit sont en prison, soit sont morts au moment des attentats, des victimes des attentats et des intervenants de première ligne comme des psychologues qui travaillent sur la radicalisation en prison ou des enseignants dont les enfants, dont les élèves se sont engagés dans l'idéologie djihadiste, etc. Et donc, si vous voulez, c'est tout à fait important, je trouve, à un moment où la société est tellement fracturée, tellement chaotique, tellement traversée par des tensions énormes, d'offrir des espaces cliniques qui permettent de faire un travail à la fois individuel, personnel et en même temps politique sur l'idée qu'il faut retisser du lien plutôt que tomber dans du manichéisme primaire. Merci, Vincent. Hervé? 2 minutes, c'est ça, hein? Non, mais simplement, je regardais le colloque SREA du réseau biographique cette année qui s'est déroulé à l'université de Basse-Silésie à Wrocław. Il avait pour thème An Ecology of Life et je pense, il a été organisé par Laura Formenti et Alan Bainbridge et en fait, il interrogeait la capacité d'intégrer dans les récits la relation avec le milieu, en fait. Donc, ce n'est pas une thématique complètement nouvelle que l'éco-narrative ou les biographies environnementales, mais il m'a semblé qu'il y avait des débats tout à fait intéressants sur notre capacité, en fait, à demeurer sensible. Et là, je vois que Michel Aladef a rappelé à juste très important le colloque qui a eu lieu à Crébérard sur le penser le sensible en formation. En fait, c'est la question de la capacité de prendre en compte l'expérience sensible dans les récits
Je pense à l'ouvrage de Laura Formenti sur les embodied narratives. Et je pense du coup aux travaux de Michel Aladev-Jones sur les microprocessus ou la prise en compte du microprocessuel, en fait. Donc, tous les processus qui évoluent silencieusement dans le quotidien et qui, en fait, produisent des effets et qui, des fois, ne trouvent pas place dans les récits qui prennent en compte surtout la durée. Voilà. D'accord, Hervé, merci. David, donc, sur l'actualité de la thérapie narrative. Yes, thank you, merci. Je pense que maintenant, nous sommes dans une ère de politique identitaire et pour cette raison, je trouve que la thérapie narrative, c'est très au courant. So narrative therapy has been spreading around the world ever since the introduction of that first textbook that I spoke to. And what I find, not so much only in the academic realm, but in the clinical world, at the front lines where therapists are working, that narrative therapy provides a vocabulary for addressing sexism, homophobia, transphobia, racism. So it's a very useful conceptual and practical tool for addressing social problems which are currently in the foreground, which we are also heavily concerned with. So narrative therapy continues to evolve, and I think is well equipped to analyze with a lot of subtlety these issues because of, resting on Foucault's work and many other people's work. There's a lot of conceptual tools available for analyzing power and so on. So that's it. Merci. Une minute encore? Oui, moi je veux bien, Daniel. Je suis heureux de cette transversalité que je constate entre 4 approches dont on pourrait penser qu'elles sont différentes, mais on voit qu'il y a des connexions qui se font. Je voudrais dire aussi à David combien sa thérapie narrative est proche de la sociologie clinique, sauf qu'il y a un reversement. Pour nous, la sociologie clinique a des effets thérapeutiques. Et on n'est pas dans un cadre ou un contrat thérapeutique. Et donc, c'est la narration qui a des effets thérapeutiques, mais c'est différent quand on pratique ça dans un cadre thérapeutique, du moins psychothérapeutique par rapport aux normes habituelles. Et que tes références sur le travail sur la désincorporation des normes, des standards, du pouvoir, de tout ce qu'on a intériorisé dans son histoire et dans son héritage, c'est effectivement tout un travail qu'on fait aussi dans nos groupes d'implication et de recherche. Écoutez, évidemment qu'on aurait pu continuer cet échange pendant encore un long moment. Je crois que ça témoigne de la richesse de ce que vous nous avez apporté, de sa pertinence. Vos réponses sur l'actualité de l'approche biographique, si je prends un grand chapeau, approche biographique et narrative, vos réponses sont très convaincantes et donc, évidemment, ça nourrit les praticiens de l'approche biographique que nous sommes dans l'effort à faire pour poursuivre notre rapport au monde, à sa transformation avec l'approche biographique. Alors, merci infiniment à vous 4 de toute la préparation que vous avez faite, de votre présence ici, de votre intérêt à échanger. Et bien sûr, nous poursuivons nos réflexions dans la suite du colloque et il y aura des traces, donc une mémoire de vos interventions sur le site du colloque, après le colloque, n'est-ce pas, au cours du mois de juin. Et donc, on verra comment on peut poursuivre ce dialogue. Merci encore à vous.